Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité du week-end ensoleillé pour regarder la télé. En tout cas, C'est bien. nous, c'est ce qu'on a fait. On va débriefer le MotoGP, le Grand Prix de France. On va débriefer beaucoup de choses ensemble. Toujours équipé de la fine équipe. Hein. Merci à vous, les gars. Anthony, Rémi, ça va, les gars? Un Grand Prix de France. Ah là là. Ah là là. C'était le Grand Prix de France. Mais quel Michelin. Mais C'est la quel première faillot. fois. Hein. Il est fort. Il est Non, mais fort. quel faillot. C'est beau, quand même. Je C'est suis pas du beau. tout à Fayot, alors je vous ai apporté quelque chose. J'étais pas au courant du tout qu'il allait Mais faire il est ça. pas vrai. C'est sérieusement. Alors que moi, Evian, ça n'a aucun rapport avec. Non, on n'a voilà. toujours pas dopé Evian. Non, mais peut-être bientôt. Mais tu as raison, en tout cas, Rémi, c'était il était brandé Michelin. C'est bien, c'est la première fois parce que je me souviens, vous avez fait une conférence de presse, Nicolas Goubert, avec Carmelo Espeleta en Australie à Phillip Island. Vous avez choisi ce circuit, c'était bien joué d'ailleurs, parce que si je me souviens bien, en 2000, Kenny Roberts, c'est Foudrage. C'est la première fois où vous mettez des composants. Comment ça s'appelait les pneus? C'était Rémi, l'anecdote. On est Nicolas parti Goubert est direct. avec nous, qui a été à la tête du service compétition, notamment en MotoGP pendant de nombreuses années. Donc, franchement, il connaît son sujet. C'est pour ça qu'il le lance là-dessus. Et tu es aussi le boss de la Moto E. Donc, voilà, tu connais le sujet. Maintenant, tu peux répondre à la question de l'anecdote de Rémi. C'était le circuit rêvé pour vous, pour être le Grand Prix branded marqué Michelin, l'Australie. Oui, alors bonsoir à tous déjà. Oui, alors effectivement, c'est le circuit le plus asymétrique de tout le championnat de MotoGP et extrêmement difficile pour les pneus. Donc c'est un choix naturel, on va dire. Je pense que la première fois que vous mettez les bigums, Roberts ne va pas obéir aux techniciens Michel, aux ingénieurs, ce qui est une énorme erreur. Et du coup, il va se retrouver dans une whiz pas possible. Alors effectivement, Robert, c'est le seul qui... On parle de Roberts Junior. Oui, Junior, Robert Junior. Junior. Ouais. C'est quoi, sur la Suzuki en 2000? Sur la c'est ça Suzuki, en 2000, il n'en démord pas. Il y avait Jacques Morelli, moi je n'étais pas sur place, Jacques était sur place. Et Robert est le seul à partir et à maintenir son choix de partir en pneus soft. Et on savait qu'il avait un faible pourcentage de chances de finir la course. Il sans rentre avarie. d'ailleurs furieux. Et il rentre furieux, mais... Et ça arrivait plein de fois. Ça là, me rappelle Martin, en non? Superbike, en Superbike, on fait des courses qui sont tronquées, on change. Mais il faut écouter ces ingénieurs. Avec Marc Fontan et son ingénieur, c'était peut-être Daniel Cross-Speed, Régis Laconi gagne le Grand Prix à Valence grâce à Michelin. Grâce à Michelin. Mais là où je ne suis pas d'accord, Rémi, c'est quand tu dis que c'est arrivé plein de fois. Pas à vous. Ah. Mais là, les dernières courses que j'ai commentées en Superbike les dernières Oui, années, oui, avec ça a été Pirelli, écouté. ils sont obligés de faire des demi-courses parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas aller. Encore cette année. Non, mais attends, mais moi je te parlais de Martin qui a fait le choix justement du pneu tendre aussi et Alors, Johan Zarco voilà. gagne. Une erreur. Martin, l'année dernière, en Australie, typique. Alors, Et alors, son choix... une erreur pour un demi-tour, là. C'est Ah, ben c'est Ah ouais. c'est pas comme l'erreur de Roberts. Non, pas aussi énorme. Pas aussi énorme. Mais, et entre-temps, évidemment, Michelin a beaucoup progressé. Et s'ils ont amené ce choix-là avec les MotoGP, parce que le règlement est très différent, en fait, du règlement qu'on avait à l'époque, puisqu'aujourd'hui, il y a un choix limité de pneus. À l'époque, en fait, on a mené toute une kyrielle de pneus différents pour être, on va dire, s'adapter à toutes les conditions météo. Mais il y avait souvent des pneus qui, du fait des conditions qu'on allait rencontrer, on savait qu'on ne pouvait pas les utiliser. Bon, aujourd'hui, comme on n'a que 3 choix possibles, on est obligé d'amener des pneus qui, le plus souvent, doivent tous faire la course. Alors, le plus souvent, sauf que l'Australie, c'est un circuit très particulier. Clairement, ouais. Et là, les techniciens avaient très bien vu que c'était un choix extrêmement risqué. Il a voulu le prendre. Alors, il n'a pas été obligé de s'arrêter. Non. Hein, mais il a perdu, quoi. Et donc, ça veut dire que sur toutes les années où tu étais à la tête de Michelin pour la compétition, donc c'était voiture et surtout MotoGP, c'est venu de toute l'équipe de trouver les bigums. C'est arrivé à ce moment-là. Comment c'est venu l'idée? Comment ça Alors- s'est développé? Parce que c'est quand même un sacré challenge. Ouais, en fait, la première fois qu'on en a utilisé, c'était à Daytona, début des années 90. Ouais. Parce que Daytona, Sur la plage? c'était- C'est le bigum sur la plage, soft, hard. C'était encore plus asymétrique en fait que Phillip Island.
mais on savait, ils étaient extrêmement difficiles à faire. Donc on les faisait que pour cette course-là, même si on savait qu'il aurait été opportun de le faire sur d'autres circuits asymétriques. En fait, on ne savait pas les faire en grande quantité. Et on les réservait à cette course uniquement. À partir du début des années 2000, en fait, on a changé de moyen de fabrication et on a utilisé un moyen de fabrication beaucoup plus souple qui nous permettait de faire beaucoup de choses, dont de produire très facilement des bigommes ou des multigommes, on va dire. D'accord. C'est à partir de ce moment-là qu'on a pu me produire facilement. Et donc, vous avez fait un on est truc déjà dans le truc, incroyable que vous ne pouviez pas faire en Outre-mer et en Australie. Qu'est-ce que vous pouviez faire à partir du samedi? Ouais, alors ça, c'est une autre histoire, mais c'est toujours grâce à ce moyen de fabrication extrêmement souple, extrêmement réactif. En fait, on était capable à une époque de faire des pneus en quelques heures. Mais oui, mais pour la Formule 1 aussi. Je me souviens qu'il y avait des avions qui étaient affrétés. Alors, pas tout à fait, parce que là, en moto, en fait, ce qu'on était capable de faire, c'était Vous alliez les chercher dans la nuit et Oui. ils y étaient pour le lendemain. Attends, se mais en servir Formule 1 aussi. des résultats du vendredi matin pour fabriquer les pneus le vendredi soir. Ils acheminaient un petit avion à hélice pour qu'ils soient prêts le samedi. Pourquoi on a mis ça en place? C'est qu'en fait, donc, le règlement était extrêmement libre. Et Bridgestone avait fortement sponsorisé Ducati et avait organisé des tests avant tous les Grands Prix, 10 jours avant tous les Grands Prix, sur le lieu des Grands Prix pour choisir le pneu optimum en fait, pour la course. Moi, j'étais allé voir mes partenaires en leur disant nous, on n'a pas les moyens de vous payer en fait, des teams d'essai, parce que Ducati était le seul à avoir un team d'essai payé par Bridgestone. C'était quoi? C'était 2005, 6, 7, là, c'est ça? Oui, ça devait être 2004-2005, oui, à peu près. Mais par contre, si vous voulez vous le faire, eh bien, on vous accompagnera. Et ils m'ont dit, les deux, donc on avait Yamaha et puis Honda, non, on vous fait confiance. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait pour pouvoir lutter? Eh bien, on a mis en place ce système-là. Alors, évidemment, ce système-là, il était possible que sur les circuits européens. Oui. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, en plus, il nous a permis d'économiser. Et ça, Pourquoi? quand on est en Auvergnat, on aime ça. Oh. Extrêmement important. Il a raison. Alors pourquoi en fait, ça vient pas. C'était pas la raison principale pour laquelle on a fait ça. Mais quand vous pouvez adapter le pneu aux conditions que vous allez rencontrer, eh bien, ça veut dire que vous partez avec un camion. On a réduit de moitié la quantité de pneus avec laquelle on Partez en partait. Kangoo, quoi, à la Voilà. fin. Ah ouais. Non, mais c'est intéressant. Et moi, Ouais. je rebondis sur Indianapolis 2005. C'est ce qui s'est passé. Bridgestone a fait des essais avant Et- et a piégé Michelin. Et voilà l'histoire en Je me Formule 1 rappelle de aussi. ça. Exactement. Voilà. Et avant de parler de la moto et du super speedway, dernière chose sur les multigommes. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pourquoi c'était pas possible avant? Parce que j'imagine que cette idée-là, tout le monde l'avait eue. D'être genre en C'est- hard c'est- sur la bande de roulement et en soft sur le C'était côté. simplement ça connaisse pas. une question de procédé de fabrication. C'est juste ça. C'était juste ça. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait ce nouveau moyen de fabrication là, qu'on a commencé à utiliser dans les débuts des années 2000, eh bien, on les faisait vraiment de façon artisanale et chaque pneu, il fallait qu'on y passe 3 ou 4 heures pour Ah faire oui. ces pneus-là. Alors qu'avec ce moyen automatique, eh bien, on les faisait. Il ne nous prenait pas plus de temps de faire un pneu multigomme, en fait, que monogomme. Comment on fait, alors sans révéler le secret, mais dans les grandes lignes, comment on fait pour que on voit comment ça marche les presses de pneus, pour qu'il y ait une différence, ce soit pas le même sur le centre, la bande de roulement et sur les côtés? En fait, ce sont des bandelettes qui sont posées sur le pneu oui. et qui on fait de multiples tours autour du pneu. Et là, on comprend bien quand on imagine qu'on va bien poser des bandelettes, mais qu'à un moment, on peut changer la qualité de gomme de la bandelette. Hein, il suffit, Ah ok, oui. d'accord, que au moment où on change la quantité de gomme, qu'il y a un bon collage entre les deux, et puis on fait ce qu'on veut où on veut. Quoi. Ça paraît tout simple et finalement. Ça paraît tout Et simple, du mais coup, c'est et du Mais ça ne coup, l'est pas. et du coup, Anthony, que faisaient les concurrents? Un jour, j'ai dit, mais pourquoi vous avez des gardes, des Ouais, ils Parce volaient qu'ils les veulent- pneus. non contents d'essayer de tenter de voler les pneus, ça allait plus loin que ça. C'est vrai. Ils en étaient à récupérer des débris, des alors. poussières de Ah, pneumatiques. C'est oui. vrai ou pas, les concurrents, Ok, pour essayer de ok. les analyser Oui, c'est vrai, pour c'est trouver vrai. sur le plan. Les marbles. C'est vrai, ça. non, mais il y a un espionnage industriel, enfin, dans l'industrie en général, pas qu'en compétition, mais assez incroyable. En fait, quand on n'est pas plongé dedans, on a du mal à le croire. C'est vraiment ce qu'on arrive à lire dans les romans policiers ou parfois ce qu'on voit dans les films. Moi, à ce c'est niveau-là, les mais- ingénieurs qui me l'ont raconté. Non, mais il y a eu oui, des histoires mais- aussi en rallye avec Pirelli qui a pris un pneu ou Tout deux. à fait ça. Enfin, on a pris des gens en revenant, mais ce qui était tout à fait légal, hein, que tu racontes là. On a pris une fois, on est revenu par hasard sur un circuit un dimanche soir parce qu'on avait oublié quelque chose. Tout propre.
Et au moment où on arrive, il y a quelqu'un qui balayait, en fait, pour ramasser la gomme là où on avait recreusé des pneus, enfin, pour voir si on n'avait pas laissé tomber un morceau de gomme. Incroyable. Ah oui, d'accord, pas sur la piste, c'est carrément à l'endroit où, dans le box, dans le Exceptionnel. stand. Non. Et bien voilà, Génial. nous avons fait la plus longue intro de l'émission, mais Une intro, c'est ça passionnant, c'est passionnant. On peut rien y faire. Tout de suite, la moto, c'est parti. Bah oui, c'est forcément une interview, mais tout de suite, je brûlais d'envie de parler de ça parce que c'est un sujet qui me passionne et surtout qui m'intéressait. C'est vrai que c'est des moyens incroyables et puis comme ça venait de l'équipe, autant poser les bonnes questions tout de suite. Mon cher Rémi, le Super Speedway, c'est comme ça qu'il faut dire Non. parce que... Non, Mais ça non. fait 10 Mais fois oui, qu'on mais lui dit mec, Fabien. Super Speedway, Ah, c'est mais voilà. Le gars, c'est pas possible. Quoi. Ça Speedway s'appelle Grand Prix. Speedway Ah, je GP. savais qu'il y avait une loose. C'est pour ça que je dis, c'est comme ça qu'on dit. Et évidemment, Speedway voilà. GP. Voilà, parce Voilà. que le Super Speedway, c'est aux États-Unis, c'est On est Daytona, d'accord. justement. Voilà. On va y arriver sur ces fiches. Hein. Ça a On aura les été bons titres. sensationnel. Qu'est-ce qui s'est passé à Varsovie devant 52 000 spectateurs? 52 000 spectateurs. L'ambiance était électrique. On s'est régalé. Alors, pour la première fois, déjà, il y avait une course sprint la veille Ah, t'aimes bien les courses au sprint? qui donne des Pour points. une fois. Bah, du coup, déjà, ça nous donne plus de travail parce que et puis c'est divisé sur 2 jours, donc c'est pas plus mal. Donc, on a eu plus d'énergie pour commenter. Mais on a la vidéo, là, on va voir les demi-finales et la finale. Et depuis 2017, où il a été champion du monde en Australie, ah bah des chutes, il y en a eu des belles. Jason Doyle, le 69, regardez, hop là, Ah, le il, est high-tech toujours, qui s'est manqué. là. il est toujours dans les mauvais coups avec Hülkenberg. Il repart, il va se qualifier. Ce garçon n'a plus gagné depuis 2017 à Melbourne, le 28 octobre 2017. Un mardi. C'était pas un mardi, Il c'était pleuvait. un week-end. Et là, il va tout dominer, il va gagner toutes les courses sauf une où il va faire deuxième. Attends, il fait mieux que Sparslick? Il va faire. Ah bah oui, il gagne, il bat Smarslick. C'est la deuxième fois que Smarslick est battu en 2 week-ends. Smarslick n'a jamais gagné à Varsovie. Ça fait quelques années qu'on vient. C'est la plus belle course de l'année. Et surtout, jamais un Polonais n'a gagné encore, alors que c'est chez eux. la mecque Oui. du Speedway. T'imagines Rossi qui ne gagne pas au Mugello, quoi. T'imagines Mbappé qui gagne pas avec la Ligue des... Ah, Rien. oui. Non, vas-y, continue. Continue. Voilà. Et donc, c'était Holder qui a gagné la première en Croatie. Et là, cette fois-ci, c'est lui qui gagne. Et comme il avait terminé deuxième en Croatie, il est en plus en tête du championnat du monde au bout de 2 épreuves. Alors, il va y avoir en deuxième partie de saison des circuits, des pistes qui ne lui conviennent pas, alors que là, on savait qu'il pouvait être fort. Le mec est tellement sympa, il est brut de décoffrage. Pour vous dire un petit peu, moi, j'ai un caractère facile à côté de Jason Doyle. Ah oui, Ah ouais. ah oui, d'accord. Là, nous, on C'est voit très effectivement bien. relevé, ouais, on voit bien. Attends, mais moi, j'ai une question. Les courses sprint en Speedway GP, c'est quoi? Parce qu'elles sont déjà courtes. Les Bah, courses- c'est exactement comme les 23 de la D'accord. soirée, c'en a une seule. Sauf que là, il y a une différence. Excepté la finale, c'est le vainqueur à 3 points, 2, 1 et 0. Alors que là, comme c'était les 4 meilleurs des qualifications, de chaque groupe de qualification, on ne prend pas les meilleurs chronos. Hein. S'il manque de points, les 4 meilleurs sont dans le même groupe, les autres seront éliminés. Donc, c'est les Anglais qui s'en sont sortis. Mais voilà, il est là. Regardez cette tête. C'est le vrai Australien comme on les connaît, comme tu les connais, Nicolas, en Grand Prix. Hein, du Corsair, du Belize, du Vermeulen. Et là, il n'a souri qu'une fois sur le podium. Ouais, normal. L'ambiance était sensationnelle. Et voilà, donc il gagne. Et il est en tête. Les 2 Australiens sont en tête du championnat. Devant Smarslick qui est quand même là. Et du coup, justement, le Smarslick, compliqué à dire, hein. Smarslick, qui court à domicile, lui, donc du coup, l'Australien l'a eu, mais il avait d'autres prétentions, il était plus en forme. Comment il Bah, partait comment il est pas Il était à mécontent parce domicile. que jusqu'à l'année dernière, il n'était même jamais monté sur le podium. Là, ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, Ouais. c'est que l'année dernière, dans la finale, il y a un accrochage. Et l'arbitre, il faut qu'il prenne une décision. Et comme il y avait 50 000 spectateurs et qu'on était en Pologne, Ah oui, ils ont été pas très... ils ont viré Doyle de la finale. Et là, quand il est venu ici nous voir, il m'a dit, c'était un peu vache, il m'a dit là, sois sûr d'une chose. Donc il avait prends ma annoncé qu'il allait le faire. Et que là où il voulait gagner, c'était là où il avait été, à son avis, lésé. Et il le fait. C'est ça qui est beau, c'est énorme. Et moi, ce que j'adore, c'est que Smarslick, j'ai vu une image, il s'est aidé du mur pour passer un... Comme en NASCAR. C'est incroyable. C'est dans une démanche. C'est comme en NASCAR, ils font tout Un ça, peu. ils font du wall ride. Non, mais là, c'est dingue. Il est top, Smarslick. Il s'est fait battre. Comment, mais comment en vous faites tout pour le cas, dire bien, ce nom de famille? C'est comme Toprak Razgatoglu. Voilà, je sais pas faire. Et donc voilà, c'était chouette parce que l'année dernière, il fait son premier podium. Et là, il était content parce qu'il fait deuxième alors qu'il n'y arrive jamais, c'est pas sa piste. Donc, quand t'es. Un moment émouvant, c'est quand il y a l'hymne polonais, Ah bah oui. 52 000 spectateurs. Et il a été ovationné, ils étaient contents que voilà.
Et il va gagner tôt ou tard. Moi, j'ai une question pour Nicolas. J'enchaîne directement. Vas-y. Comment on peut expliquer qu'un pilote soit à l'aise sur une piste ou sur une autre? Est-ce que les techniciens ont un petit plus justement à donner à certains pilotes? Non, je crois qu'il y a on parle souvent de Marquez qui adore les virages à gauche. Quand il double, quand il prend la seconde place, d'ailleurs, seconde position hier, c'était dans un virage à gauche. C'est là où il est le plus à l'aise. Bon, comment l'expliquer? C'est à lui qu'il faut demander. Ça, vraiment, je ne sais pas. Alors après, ce qui est clair quand même, c'est que quand les pilotes connaissent très bien un circuit, généralement, ils sont très à l'aise là. Donc souvent, quand même, ce qu'on voit, c'est que les pilotes de nationalité, enfin, les locaux, généralement, performent bien On le sur voit au le Japon. circuit. On le voit au Japon, enfin, on le voit en France. Le en Japon, c'est Italie. particulier. C'est le seul endroit, et Randy Lepunier me l'a dit, où le Japonais est capable de se faire kamikaze. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, Oui. j'ai vu ça nulle part ailleurs. Ouais. Ils sont en transe. C'est particulier. Je crois qu'ils sont quand même portés par le public, mais où que ce soit, même. Et le public, vous avez vu le public en France ce week-end. Bah oui. Au Japon, c'est particulier. Et ils vont pas le faire ailleurs. Norifume Abe, 2 de ses 3 Grands Prix, il les a gagnés au Japon. C'est vrai. Quand il explose, c'est au Japon. Moi, je n'ai vu que les Japonais être capables de faire ça au Japon. C'est vrai. Oh, attends, il n'y a pas un Malais aussi, un Malaisien qui avait réussi en Moto 2? C'était qui? C'était. Oui, il y a un Malaisien, je crois qu'il Je est. sais plus comment il s'appelle. Je ne sais C'était plus. pas Charles Sciarine, Liuzzi, peut-être, ou c'est Sciarine, je sais plus, mais en tout cas, voilà. Non, C'était- Sciarine, il a rien fait malheureusement. En Grand tout Prix, cas, Sciarine. la Marseillaise n'a pas chanté Non. au Grand Prix de France C'est MotoGP. impossible. Oui, mais bon, voilà, mettez une transition, j'y vais, tu vois. Comment ça s'est passé? C'était quand même il y avait une belle ambiance, il y avait le public, ambiance, c'était ouais. un beau GP. C'était un superbe GP. Nous, on a Record. eu la chance de croiser Fabio Quartararo dès le mercredi. On a déjà pris. Il nous avait fait une estrade. J'avais l'impression d'être Johnny Hallyday. On allait sur le truc, on était. Il y avait Mais ils déjà- ont fait des belles animations Mais dès partout, le premier même- jour même- de. Il y a du eu GP, une hein. ferveur là, alors que les 2 pilotes, on sait très bien qu'ils vont rien faire de l'année très probablement, parce que Zarco, c'est encore, j'allais dire pire. Ils sont tous les 2 coincés là pour l'instant, que ce soit le Il pilote doit être Yamaha dégoûté, ou Zarco. le là. pilote C'est vrai que- Honda, mais il a quand même pris 4 points. Là, c'est son meilleur résultat de la saison égalé. C'est le meilleur pilote Et Honda. il a eu droit à une chose. Quand il avait gagné en Australie, encore Phillip Island, il n'avait pas eu sa Marseillaise. Ah oui. Ben là, ils lui ont fait chanter, 10 000 personnes lui ont chanté sa Marseillaise. C'est Juste vrai. un mot. On parlait du caractère de Doyle. Une année. De toute façon, je vais dire merci à Michelin parce qu'ils m'ont tellement invité sur tellement d'événements où je pouvais aller. Parce que commenter sur place par rapport à commenter en cabine, c'est. Ça n'a rien à voir. Et en début de saison, un 14 février, c'était l'anniversaire de Randy Lepunier. On fait des interviews de pré-saison. Ce qu'on fait maintenant en Speedway, on le fait au Qatar. Et il y en a un ou 2 qui sont pas faciles. Nicolas, il me dit t'inquiète pas, ils vont venir. Je lui dis, tu vas leur faire mettre la casquette Michelin. Et pour l'interview, tous les mecs, même Kenny Roberts, tu te souviens, les mecs, On ils dirait sont pas Macron qui faciles. avait la casquette McCain ce Il matin. il porte la casquette Michelin. Et il y en a un seul qui non seulement ne va pas porter la casquette Michelin, mais va refuser l'interview, ce qui est quand même pas évident parce que Ah oui. c'est te mettre mal avec les gens de ton manufacturier, parce qu'on rappelle, c'est une carte de crédit, hein, le contact au sol. Ouais. Tu te souviens pas du pilote qui a pas voulu? Casey Stoner. Ah C'était en quelle année? 2006. Je 2006, pense devait que être, c'était parce ça, ouais. Ouais, ouais. Il était quoi, chez C'était Ducat juste avant. ou- Non, il était encore. Ah, il était C'était chez chez SCR. C'était l'année d'avant. C'était chez SCR. Voilà. Ah, donc il se faisait même respecter alors qu'il était. Et comment ça se encore fait que je l'ai peut-être pas suivi, mais j'avais pas vu qu'il y en avait des GP qui étaient brandés comme là on le dit Michelin. Ah, mais ça arrive tous. Si, si. Il y a Ouais. toujours un sponsor titre. Systématiquement. Soit une marque Ah, de oui. casque, soit Ah, j'ai pas vu, une ouais, marque ça. de lubrifiant. Ça, ouais. D'accord. Et Michelin c'était juste pour le Ah, là, la c'était France. vraiment officiellement. Il y a ouais. pas d'autres GP où ils sont. Non. Je crois qu'il y avait quoi, crois Philippe pas. Island avant, non? Il y a eu Philippe Island. Oui, il y a eu. Par rapport Auparavant, au passé. mais ça sera une fois par an. Quoi. Ouais. Par exemple, il y a une marque française, Motul. Ils ont généralement, ils avaient l'Argentine. Bon là, c'est annulé. Ils ont le Japon justement. Et puis ils avaient Valencia et Assen. Ah oui. Ouais, ça Ah, se fait comme ça, voilà. D'accord, C'est ok. les contrats de sponsoring, quoi. Parlons de la C'est- course. c'est- Ah oui, ça raque. Parlons de la course. Marquez, belle montée en puissance. Ah, Est-ce c'est- que ça va c'est- continuer ou est-ce qu'évidemment il a trouvé ses marques? Bah, C'était ça le fait bon deux move Grands en fait. Prix. hein. Ah, je ne pense pas. Il le dit aussi qu'il puisse être champion Allez, cette moi, année. moi, j'y D'abord, il est crois. dans une Allez, équipe j'y crois. satellite. Il a fallu le temps qu'il apprenne. Mais là, le gars est quand même 13e sur la grille de départ. La course sprint, en étant 13e, il réussit à faire 2e. Et alors, la course de dimanche, il peut pas faire mieux parce que là où il est, au moment où il attaque, il fallait déjà passer Pecco Bagnaia, il Ouais. le passe. Il a pris le maximum. Il devient même sage maintenant. Ah, oui, ouais. oui, il est beaucoup plus réfléchi qu'avant.
fait, il prend moins de risques. Alors, il continue à tomber quand même aux essais de temps en temps, mais il prend beaucoup moins de risques. Moi, je pense que si on a des conditions, s'il y a plusieurs Grands Prix avec des conditions mixtes, pluie, etc., je pense qu'il va jouer le titre. Tu penses que Je pense qu'il va jouer le titre Ouais. parce que, en fait, c'est le pilote qui, quelles que soient les conditions, il est parmi les meilleurs. Parce qu'il est très intelligent aussi, il a fait des trucs. Il est intelligent, Ouais, mais mais Je il me souviens a une la course sensation. à Brno, la course où il décide de rentrer, il mène, il coupe pour se mettre 3e ou 4e que les meilleurs ne voient pas, et il rentre. Ouais, ça, je me souviens. Et les C'est autres, vrai. ils sont pas prêts. Chez Tech 3, ils sont pas prêts. Alors que lui, il avait déjà prévu, il avait déjà anticipé le truc, il avait prévenu ses techniciens. Mais de toute façon, qu'est-ce que Patrick Isako t'a dit sur Marc Marquez? non, mais il est phénoménal. De toute façon, dans des conditions mixtes, c'est là où on voit encore plus, pour moi, où il fait encore plus l'écart avec les autres. Et quand on est revenu, donc en 2016, la Michelin revient sur les Grands Prix. On a évidemment fait des essais avec un peu tout le monde. Et lui était dans le même team qu'il y avait son coéquipier, était Dani Pedrosa. Alors, deux mondes complètement différents, deux styles de pilotage complètement différents. Mais l'écart de contraintes qu'il mettait sur les pneus avant entre les deux pilotes, c'était phénoménal. Il y avait 25 degrés de différence dans les pneus. Ouais. Phénoménal. T'as bossé avec lui, justement, avec Marquez, ou non? Oui, justement, à partir de 2016. Alors, pas dans les conditions de multimarque, ce qui est un peu dommage, ce qui veut dire qu'on a quand même on est beaucoup moins proche, quand même, des techniciens pneumatiques, des pilotes, que quand il y avait, beaucoup moins proche aujourd'hui, quand il y avait vraiment une bagarre avec d'autres manufacturiers où le rythme de développement était très important, mais quand même aujourd'hui, ça reste, évidemment, le pneu reste un élément primordial. Mais lui était complètement décalé par rapport aux autres. Et d'ailleurs, je me fais souvent la réflexion quand je regarde, en fait, aujourd'hui, bien souvent, on voit que les pilotes font le même choix de pneus. C'était encore le cas, d'ailleurs, au Mans, de pneus avant le plus Et avec dur Fernandez, qu'ils aient. qui a pris 2 softs. Je sais pas Mais pourquoi. à l'époque, quand on est revenu, donc on avait toujours cette gamme de 3 pneus avant, puis c'était le règlement. Et lui prenait le pneu le plus dur 99 fois sur 100. Les autres ne le prenaient que dans des conditions très exigeantes comme Barcelone. Et donc, je me dis qu'avec son style de pilotage, en fait, maintenant qu'il est de plus en plus à l'aise avec la Ducati, il va faire des freinages de plus en plus forts. Là, on a vu qu'il était bien plus à l'aise que Bagnaia. Et pour moi, c'était la première fois au freinage. Oui. Et ça va continuer, je pense. Et donc, il va avoir besoin de quelque chose de plus rigide que les autres. Forcément. Donc, il va tenter les durs. Non, mais ils le font déjà tous. Donc, ça y est pas. Il peut pas, mais Il il n'y a va pas commencer. assez pour lui. Donc, Bientôt, il n'y aura pas assez pour lui. Et je suis persuadé qu'il va commencer à demander aux techniciens Michelin de réfléchir à une autre. Ah, mais oui. Mais pourquoi cette passion pour le hard comme ça? Mais parce que c'est quelqu'un qui freine extrêmement fort. Il Pose-toi ta question quand même. Ah, mais bon. il met On est entre nous. beaucoup de poids sur l'avant de la moto. Ouais. Donc, il est extrêmement exigeant avec le pneu avant. Et ça dégrade d'autant plus. Et quoi. ça le fait chauffer, en fait. Ah oui. Et donc, ça le dégrade. Donc, il peut tirer parti d'un pneu. Il tirera d'autant plus parti d'un pneu plus rigide. Si on est à même, si Michelin est à même de lui Donc, donner. ouais, Quoi. c'est ça. Donc tu penses que c'est possible? On le saura peut-être pas, on le saura peut-être après. Hmm. Mais qu'il y a des pneus spéciaux Marquez avec de l'ultra. Alors, quoi. Non, mais c'est qu'il emmènerait tout le monde, je pense, non? Oui, alors il amènerait tout. C'est-à-dire que les gens, après, ce qui se passait à l'époque, c'est que quand les conditions étaient extrêmement exigeantes, 90% du plateau faisait le même choix que lui. Mais lui, le reste du temps, il le faisait quand même. Alors que les autres se dirigeaient vers autre chose. D'accord. D'accord? Quand on est obligé d'avoir ce panel-là à sa disposition, mettre à disposition des pilotes ce panel-là, depuis en fait qu'il était plus aux avant-postes, bien sûr, il était plus aussi performant, etc. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que avec l'évolution, notamment de l'aérodynamique des motos, il y a eu de plus en plus de charges sur le pneu avant. Donc, tous les autres, petit à petit, en fait, ont été amenés à choisir des pneus, à faire le choix du pneu le plus rigide plus souvent. Comme Marquez Par faisait. l'évolution des motos. Marquez, comme il n'était pas très performant, il s'est certainement jamais plaint en disant que c'était pas suffisant. Aujourd'hui, il redevient performant. Je pense que il l'a peut-être déjà fait. Je ne vais pas parler à Pierrot. mais- et est-ce que tu pourrais essayer de convaincre Donald Renault, qui ne me croit pas, qu'il y a 2 Grands Prix différents? Quand il est absent ou quand il est là, le Grand Prix est beaucoup plus intéressant C'est avec vrai. Marquez, quoi qu'il se passe. Il dynamise tout le monde. Vrai ou faux? Vrai. Pour moi, vrai. En fait, il anime la course. C'est quelqu'un qui... Alors, je disais que par rapport aux autres, c'est pour ça que moi, je le vois comme prétendant au titre. La grosse différence qu'il y a avec les autres, même par rapport à un Martin, donc il est beaucoup plus polyvalent, quelles que soient les conditions de piste, il est toujours là.
Et puis, il a une agressivité. Regardez les 2 départs de course qu'il fait. Il gagne 5, Et ça arrive 6, 7 jamais places. quasiment depuis qu'il y a la course sprint. Normalement, comme par exemple lapsus Fabio Quartararo, quand il fait son super départ, la course après la course sprint, il ne le fait pas. Lui, je ne pensais pas, même là-dessus, il m'a étonné, il l'a refait. Un petit peu moins bien, mais il l'a refait. C'est rare qu'un pilote. Mais c'était comme Rossi à la grande époque. Quand de temps en temps il se ratait au qualif, à la fin du premier tour, il avait déjà gagné 5-6 places. Ouais. Et Marquez, c'est ça. Un Bagnaia ou un Martin, c'est pas ça. Non. Donc pour moi, il a quelque chose en Il y a plus. quelque chose en plus. Ouais. Il y a quelque chose en plus. Ça, c'est Et Acosta serait un peu Alors, dans le Acosta, c'est lui, ouais, c'est vrai. il est aussi, il continue à progresser, mais c'est absolument remarquable ce qu'il a fait. C'est dommage Ouais. qu'il soit tombé. Hein. Ah, là, c'est la très, très seule dommage. fois C'est qu'il très, a très fait une erreur dommage, cette année. et je pense qu'il serait battu avec les autres. D'ailleurs, cette fois-ci, il l'a dit. Il était vraiment confiant. Il a beaucoup progressé entre la course sprint et puis la course du dimanche. Mais là, l'erreur qu'il fait, en fait, c'est en étant prudent aussi. Il n'a pas fait comme Marquez à Portimao. Là, il n'a pas voulu peut-être télescoper Ouais, son il y a adversaire. Ah, t'appelles beaucoup. ça prudent, toi, le mec, Non, il pas essaye d'en prudent. passer 2 d'un coup et t'appelles ça D'accord, mais prudent. il s'est ravisé et du coup, il tu la tombe. revois bien, l'image. Ouais, je le revois malheureusement à terre. Il n'y avait pas de place. Il a été fort. D'arriver à faire tomber personne, il y a d'autres Exact. que lui. Il était fort. C'était un Espagnol, il a bien dit qu'il voulait pas faire tomber Alex Espargaro. On a beaucoup parlé de Marquez, mais le grand gagnant du week-end, c'est Jorge Martin. Ah oui. Et Ah là, oui. ça Là, il a prend tout le fait. large. Le meilleur chrono, les 2 victoires. En plus, dans la course longue, Marquez lui donne pour l'instant un bon petit coup de pouce, puisque du coup, c'est 9 points de prix. Alors, ceux qui vont s'amuser, c'est Gigi Dall'Igna, Ah oui, c'est justement. Davide Là, oui. Tardozzi. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine pour le coéquipier ça... Bah, même pas l'année prochaine, cette année déjà. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont dit qu'ils allaient donner comme deadline, comme souvent le Mugello. Au Grand Prix de France, il y a une année, ils avaient décidé qu'ils arrêtaient avec Lorenzo, ce qui était une énorme erreur, parce que la course d'après Mugello, il la gagne. Là, ils ont jusqu'au Mugello, mais là, pour l'instant, c'est Enea Bastianini, quelques équipiers. Bon, c'est pas si mal que ça, mine de rien. Hein. C'est pas si mal Il que était ça, bon. Bastianini. Il était bon. Hier, malgré un long lap, hein, c'est ce qu'on disait, Malgré un il long était quand même lap. rapide. Hein. Bon, et après, donc il y a 3 candidats, parce que les autres, là, ils ont pas aucune chance. Hein, les Alex Marquez, les Bezzecchi. Il y a quand même Jorge Martin, qui l'année dernière a failli être champion, qui est en tête du championnat et assez largement, et Marc Marquez. Attends, mais tu mettrais les deux, enfin, est-ce qu'on mettrait les deux avec justement Bagnaia Ils veulent perdre l'année prochaine ou dans 2 ans le titre Ducati. Parce que Non, là, vu le non. niveau qu'il a maintenant, s'il va sur une KTM avec le niveau d'adaptation qu'il Tu parles a. de Marquez là Mais non, mais là, Oui. il faut prendre Marquez. Il faut garder Marquez chez Ducati. Bah, et mettre attends, avec et donc Pecco. t'envoies donc Martin chez Aprilia alors. Bah, tu penses que avec le palmarès, avec le talent. Ok. Moi je pense qu'il faut miser. Donc là, sur la Ducati officielle, en Remarque, 2025, tu miserais Bagnaia, Mais bien sûr, Marquez. bien sûr. Même Paco, Wow. il a dit le pressant. Marchetti a dit, d'ailleurs, Marchetti, qui est italien, qui est Ducati, il a dit les 2 seuls champions qu'il y avait pour l'instant, c'était Quartararo et Marquez au niveau du talent. Là, le 3e, c'est Acosta. Ou tu paries sur Acosta, ou tu paries sur Marquez. Mais Martin, bien évidemment que c'est top, mais c'est. Et Bastianini, malheureusement pour lui, pour l'instant, c'est en Non, dessous. Il n'est plus dans la course, là, pour l'instant. Ça, c'est clair. Hein. Mais, Ça ne veut pas dire qu'il soit pas. Parce qu'il a été blessé dès l'année Bien dernière. sûr. Attention à ce qu'il n'a pas été blessé. Je ne suis pas persuadé, et Dario le pense, qu'il soit plus faible, malgré le manque d'expérience, que Pecco Bagnaia, Bastianini. Hein, Bastia. Mais bon, franchement, Bagnaia, il est devenu vraiment solide. Hein. Il est intelligent aussi. Il n'a pas voulu tomber, contrairement aux 2 années précédentes. Je dois dire qu'il m'a impressionné à Jerez, Bagnaia. La façon dont il a résisté à Marquez, la façon dont il fait son dépassement là, au premier tour, où il fait l'extérieur à Martin et puis je ne sais plus qui. Ouais. Là, il a été fort. Là, il était en retrait. Par contre, pour moi, le handicap qu'il a par rapport à Martin ou par rapport à Marquez, c'est que Bagnaia, j'ai l'impression qu'il faut que tout soit bien réglé pour qu'il performe au meilleur niveau. Et souvent, on le voit peiner le vendredi. Alors, quand les conditions ne sont pas bonnes le vendredi, pour lui, c'est une catastrophe. Quoi. On est sûr que le samedi, c'est perdu. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Alors C'est vrai. que Ben, on parlait Marquez d'adaptation. ou pour- Martin, voilà. non. Quoi. Mais Martin, c'est vrai qu'il est tout feu tout flamme et il peut faire des petites erreurs. Alors bon, Mais, c'est vrai que là, Ducati va avoir un choix difficile. Retenir les deux, ils vont tout faire, je pense, pour retenir les deux. et alors est-ce qu'on peut pas envisager que Marquez soit dans une équipe satellite avec une moto officielle? Ou sinon, ils refont le coup de Honda, quand ils étaient coincés, et qu'ils ont mis Dovizioso en 3e, et finalement, comme il y avait le contrat, ils l'ont mis avec Pedrosa, il y avait les 3 pilotes.
Ah, mais est-ce qu'on Je a le rappelle droit qu'il y a eu une année où il y a eu, bien sûr, il y a eu Oui, 3 mais- pilotes Honda Il y a Repsol. eu 3 pilotes, mais aujourd'hui, on le C'était fera quoi? C'était plus faire. Stoner, Pedrosa et Dovizioso. Et- Quand il gagne à Donington. À l'époque, de temps en temps, effectivement, ça se voyait. Là, il y avait eu des V2 à un moment, en troisième pilote chez Honda. Il y avait Gilberno et Daniel en 2017, je crois que c'était. Le bicylindre Honda Competition, c'était Ouais. Takuma Aoki. Takuma Aoki aussi, puis c'était qui avait été. Il y avait une de ces motos, mais aujourd'hui, on ne laissera Il plus y avait, faire. parce qu'il y avait la Connie aussi qui avait en 97 la Honda Competition Client. Quand il Oui, fait 5e mais- chez Tecmas. Mais Gilberno, là, il a la V2 officielle. Ouais, l'usine, comme Takuma Aoki. Nous avons parlé du MotoGP, j'aimerais parler évidemment du MotoI. C'est une équipe française, évidemment, Tech 3. On a du coup des images grâce à toi. C'est Ah, incroyable. on a des images de l'année dernière. Attention, L'année on a des dernière. images du Grand Prix. Mais En merci, tout cas, merci à la Dorna et merci à, Bah oui. à Nicolas de nous montrer déjà ce que Ça, c'est cool. ce qu'est. On va Mais j'aimerais regarder bien déjà. voilà, expliquer un peu le On va MotoI, ce que regarder c'est ce que pour c'est. ceux qui ne connaissent On va pas, regarder ce que et c'est les que la différences. moto Et électrique. voilà, découvrons ces images. Voilà, on a C'est une une vidéo. rétrospective de 2023. Est-ce que tu as ça? Pour l'instant, on a Donald Renew. Oui, Donald une Renew véritable légende. qui- Il est la voix de Titeuf, la voix Ah. des plus grands. Bon, on a des Une photos vidéo, déjà. une vidéo. On a une photo déjà. C'est pas mal. Avec Vidéo Nicolas de Spinelli. Nicolas Spinelli. Ça correspond à quoi si on faisait sur La une voilà. comparaison, c'est par rapport à de la puissance en thermique, en gros. Alors, c'est un peu moins puissant qu'une Moto 2. Ça fait Ok. 150 chevaux. Quand même, ouais. Non, mais c'est surtout qu'il y a eu une belle évolution aussi parce qu'on a un nouveau constructeur de châssis là, cette année. Voilà, alors depuis Depuis l'année 2023, en fait, on a une moto, une Ducati. En fait, les motos sont toutes les mêmes. Il y a 18 motos sur la grille, absolument identiques. Et depuis 2023, donc, on a une moto qui a été spécifiquement développée pour la course D'accord. par des gens très compétents, évidemment. Ducati, là, qui domine en Superbike et puis en MotoGP depuis pas mal de temps. Donc, là, tout le châssis, tout l'électronique, en fait, l'électronique, c'est la même électronique ce qu'il y a en Superbike ou en MotoGP. Évidemment, beaucoup de connaissances pour développer le châssis. Ils ont dû se mettre à la technologie électrique. En fait, c'était un peu surprenant. Ça peut être un peu surprenant de voir des gens comme Ducati venir avec une moto électrique. Donc, ouais, Mais c'est là- ça, ouais. Leur patron, très clairement, quand on a fait la conférence de presse là, à Misano, c'était il y a 1 an et demi, quand ils ont annoncé en fait leur entrée, il a dit qu'ils venaient pour développer leur savoir-faire, parce qu'un jour, il lancerait une moto électrique, il commercialiserait une moto électrique. Il ne pouvait pas définir la date parce que ça dépendait de deux choses. D'une part, l'infrastructure. Il faut évidemment que les clients puissent charger leur moto où il leur plaît. Et puis aussi parce qu'il fallait que la technologie continue à évoluer. Et pour Eh l'instant, oui, ces parce deux que points, la c'est pas charge, rempli. Oui. le Qatar. Première interview de Nicolas Goubert, il a Ouais. sa casquette. Et on fait l'interview au Qatar. J'ai posté la photo sur Instagram, area VIP, voilà. Et je lui dis, voilà, parle-nous un petit peu de ces batteries, comment on charge. Et on est au Qatar, où il fait chaud. Et pour le cadreur, je lui dis, mais tu cadres pas le frigo, là? Il dit, c'est pas un frigo, c'est... C'est un chargeur. En fait, donc c'était la première année. D'accord. On n'avait pas encore commencé à faire les courses. Et il y avait juste un démonstrateur. Il y avait, donc on était avec Energica, qui est une start-up en fait, qui commercialisait une moto sportive depuis 2 ans. Donc on avait choisi Energica parce que on savait que la moto était fiable. Par contre, ce n'était pas une moto faite pour la piste. C'était une moto sportive qu'ils ont adaptée à nos besoins. Et on avait établi un partenariat avec Enel. Enel, c'est le EDF italien. Et qui nous avait dit on va développer des chargeurs spécifiques pour cette discipline, et notamment on va vous développer des chargeurs que vous pourrez utiliser sur la grille pour recharger les motos une fois qu'elles ont fait le tour de chauffe. D'accord ? Et là, cette première, donc c'était 1 an avant le départ, Donc ils ça avaient tombe sur moi, bien évidemment. pas du tout un chargeur prêt, et ils avaient amené ce qui ressemble à un congélateur. En fait, c'était C'était gigantesque. C'était énorme. Gigantesque. Je dis, ça va être ça. Il y mon avait rien cher, dedans. une moto électrique. bon, c'était pas très opportun. Alors heureusement, avec Et le même temps, toi, t'es embêté. Tu me dis, oh là, on va se faire allumer sur les réseaux sociaux. Je dis, bah oui, là. ils ont développé Déjà que quelque chose de les vrais spécifique. motards de base qui regardent la MotoGP, ils sont pas fans de moto électrique. Mais Bah, là, justement, moi, je suis pas très au fait. Je m'en excuse sur le Moto I. Est-ce qu'il y a plusieurs constructeurs? C'est un. Non. Alors C'est un seul
C'est monomarque. On avait commencé uniquement ça. avec Energica pendant 4 ans, sans rester là. On a commencé, on faisait 4 événements dans l'année. 4, puis 5, puis 6, puis 7. Aujourd'hui, on en est à 8. On a commencé avec une coupe, ça s'appelait Coupe mondiale. Là, on est un champion du monde depuis 2023 parce qu'on a pu avoir le nombre suffisant d'événements. Et on a 2 courses par événement, donc 2 le samedi, depuis qu'on a la course sprint de MotoGP. Donc, on a une course à 12h10 le samedi avant la course sprint et une course à 16h15, la deuxième course, toujours le samedi, après la course de MotoGP sprint. Les courses, elles sont relativement courtes parce qu'on est limité par l'autonomie des batteries. Donc, ce sont des courses qui font un quart d'heure. Alors, un quart d'heure, par rapport à une course MotoGP sprint de 20 minutes, finalement, c'est... franchement, moi, j'ai fait des coupes de marque. On faisait 10 tours, c'était à peu près ça. Voilà, et franchement, je sortais, on était déjà rincés. Hein. Ouais, c'est clair. Et ça permet quand même aux pilotes qui sont pas bien placés sur la grille de faire de remonter. Ouais. Il s'est passé quelque chose d'assez amusant, en fait, ce week-end-là. Donc, au qualif, on a Q1, Q2 comme les autres catégories. Hein, et on repêche. Les 2 meilleurs de Q1 sont repêchés pour participer à la Q2. Il y a 2 pilotes qui se battent, qui émergent en Q1, dont Zanoni qui fait le meilleur temps, qui fait une 40-0. Et là, il refait un dernier tour, après avoir fait le meilleur temps, il refait un dernier tour parce que c'était très, très serré, comme souvent. Et à la chicane, il y a quelqu'un qui est derrière lui qui tombe. Je ne sais même plus qui c'est. Si, c'est un pilote du team Gresini qui tombe. Et en fait, la moto glisse. Marquez Non, Ferrari ou Finello, mais je crois que c'est Finello. Et qui vient percuter Zanoni, qui lui était sur ses roues, mais qui vient percuter très violemment. Et évidemment, il s'envole et la moto est détruite. Et donc, il ne peut pas participer à la Q2, alors qu'il avait fait un temps qu'il aurait mis en première ligne. Wow. Donc, il était foudrage, mais cela dit, donc, il part 10e en première course et il finit 2e. Donc, malgré... Marquez, donc, c'est ça. Un Marquez, voilà. Marquez électrique. Marquez électrique. Donc, malgré le fait qu'il y ait seulement 8 tours, eh bien, on voit parfois des remontées. Donc, du coup, officiel Dorna, toujours sur le MotoGP, en ouverture. Toujours en même temps que le MotoGP, sur 8 événements en Europe. C'est européen, c'est ça. C'est Europe seulement. On a commencé à Portimao et on termine à Misano. Donc, on va faire la quasi-totalité des courses européennes entre Misano et puis, entre Portimao et Misano. À partir de maintenant, la seule qu'on va rater, je pense que on va en rater 2, c'est l'Angleterre et puis Portimao. Ok. Mais autrement, on va être là tout le temps. Et comment ça s'est passé du coup sur l'année précédente, les évolutions, c'est positif, ça avance dans le bon sens. Ça avance dans le bon sens. Il y a eu un saut évidemment en performance très net quand Ducati est arrivé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la moto qu'on utilisait avec Energica était une moto de route à la base. Ça a rassuré les pilotes parce que je me souviens qu'au début, c'était compliqué pour certains pilotes. Oui, c'était compliqué. La moto était extrêmement lourde. La moto pesait 260 kg. Ah oui, quand même. Sans aucune aide électronique. Avec des pneus, il faut bien le dire. Et puis, je jette pas le pied à Michelin parce que quelque part, j'étais le responsable encore du développement à l'époque quand on avait décidé de quel pneu on allait utiliser. Mais c'est très difficile de faire des tests sur des motos électriques parce que du fait de la faible autonomie. Puis, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et les pneus n'étaient pas extrêmement bien adaptés la première année. Les motos étaient extrêmement lourdes. Randy l'a appris à ses dépens. Il a chuté 2 fois. Il était extrêmement rapide, en fait, dans les premiers essais. Puis il chute 2 fois aux derniers essais qu'on fait à Valence. Il se fait mal, il se fait peur. Pas confiant après avec la moto. Kenny Forêt aussi, je crois, non? Kenny Forêt, alors, c'était plus loin dans la saison. Mais Kenny n'a jamais été extrêmement performant, alors que Randy était performant, en fait. Tout à fait. Du coup, j'ai un aveu à te faire, parce que vous avez très très mal débuté avec 4 mois de retard. Et à Jerez, c'est moi qui ai mis le feu au moteur. C'est pas non, sans plaisanter. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter Est-ce que tu peux nous raconter Toi, tu arrives, tu prends cette casquette. Ah oui, c'est un désastre ce qui est arrivé. Explique-nous ce qui s'est passé. C'est effectivement un désastre. Alors, on fait les premiers essais en novembre 2018 où Energica n'avait pas encore toutes les motos. Et on fait les essais avec une moto par équipe. Bon, on fait les essais tant bien que mal, avec difficulté avec les chargeurs. Enfin, je vous passe les fameux chargeurs, les frigos. Et puis, rendez-vous 3 mois après pour les essais avec toutes les motos, les premiers essais officiels avec toutes les motos. Toutes les motos, flambant neuves. Flambant, ça pourrait être flambant, c'était flambant. Mais quel troll. Mais laisse-le finir. Tout le matériel. La première journée se passe très bien.
Et là, dans la nuit, la nuit de la fin de la première journée, j'étais encore dans l'hôtel quand je descendais avec les Michelin, donc avec mes amis de chez Michelin. Je venais d'aller me coucher, et puis là, il était minuit, et il y a un copain qui m'appelle à minuit. Je lui dis, écoute, arrête, c'est une plaisanterie, je suis couché, ne m'embête pas, on se voit demain. Il me dit, non, il faut vraiment que tu descendes, c'est très grave. Il était dans le hall, il me dit, et il me montre la vidéo de tout qui était en train de flamber. Alors en fait, le feu s'est déclaré à minuit. Mais alors c'est dingue, c'est un feu qui se déclare naturellement parce que chez Guerlain Chichery et son équipe en rallycross électrique, c'est la même chose. Il n'y avait aucune moto en charge, mais il y avait tout le matériel en fait au même endroit. Il y a eu un court-circuit. On n'a jamais fait en fait. Il n'y a jamais eu la cause réelle, jamais été trouvée. Je viens de te le dire. Il est là. Le problème, c'est que comme c'était l'hiver, donc personne sur le paddock. Et quand je dis personne, c'est pas de pompiers non plus. Les pompiers étaient dans leur base à Gérèse et donc ont mis 10 minutes, un quart d'heure à venir. 10 minutes de trop, quoi. Voilà, et tout avait pris feu et tout a disparu. Alors en plus, nous, on s'est rendu compte que on n'avait pas pris assez de précautions, on va dire, pour résister à des feux de batteries lithium-ion. Donc après, on a revu notre copie. Heureusement, en fait, que c'est arrivé la nuit, finalement. Oui. Alors, oui et non, parce que la journée, je pense que les pompiers auraient été là. Ok, d'accord. Mais heureusement que c'est arrivé sur un paddock sur lequel il n'y avait personne, Ouais. en fait. C'est ça qu'on peut dire. Hein. Et là, alors évidemment, c'était un départ assez catastrophique. Les partenaires ont bien réagi parce que et là, chapeau bas à Energica, qui est quand même une petite start-up. Et en 4 mois, ils ont refait toutes les motos. Et là, chapeau, et on a pu commencer donc au même endroit. Non, pardon, on a commencé en Allemagne, à Sachsenring, en juillet. C'est tard. Hein. Et donc, ça a été un début mouvementé. J'imagine. Et au niveau des motos, par rapport aux pneumatiques, ce sont les mêmes que sur des thermiques. Il y a des différences d'évolution, En fait, caractéristiques. les pneus qu'on a aujourd'hui sont des pneus, c'est les mêmes profils et des architectures assez proches de ce qu'il y a en MotoGP. Par contre, des gommes complètement différentes, parce que les courses sont extrêmement courtes. Hein. Comme je disais, 8 tours, alors qu'une course de MotoGP, grosso modo, les courses du dimanche, c'est 3 fois plus long. Après, il y a une grosse différence aussi, c'est que Michelin s'en sert comme laboratoire de développement, et très bien. On est très content qu'ils fassent ça, pour en fait utiliser de plus en plus de matériaux durables dans leurs pneus. Matériaux durables, ça veut dire quoi? Ça veut dire des matériaux biosourcés, en fait, des matériaux recyclés. Et là, ils en sont à plus de 50% aujourd'hui. Sans perte de performance, évidemment, parce qu'on n'accepterait pas une perte de performance. Bien sûr. Et au niveau performance, je disais que le saut important avait été fait quand on est passé évidemment d'une moto routière à une moto de piste, où on a gagné à peu près 3 secondes sur chaque circuit. Là, vous voyez, en course, le record, c'était 39,8 hier. Quand même. Oui. Ouais, quand des MotoGP vont en 30 choses. MotoGP, on est à peu près à 10 secondes. Ouais, on est un peu plus rapide. Généralement, on est plus rapide que les Moto 3. Le meilleur temps en course d'une Moto 3, c'était 41,1. Tu me posais la question sur la puissance. Donc, on a une puissance un peu inférieure, mais similaire à celle de Moto 2. Par contre, pourquoi on n'est pas plus rapide? D'accord. En fait, c'est à cause du poids. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait commencé avec un poids extrêmement élevé avec la Energica de 262 kg. La consigne qu'on a donnée en fait à Ducati, on leur a dit, nous, des courses de un quart d'heure, ça nous va bien. Être compétitif par rapport aux Moto 3, ça nous va bien, mais on savait qu'ils allaient être plus rapides que l'Energica, évidemment, ce n'est pas de souci. On leur a dit, par contre, ce que vous faites, c'est que vous nous faites une moto la plus légère possible. C'est ce qu'on vous demande comme axe de travail, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on est à 225 kg. Donc ils ont gagné pratiquement 40 kg par rapport à la première, ce qui est énorme. Alors ce qui reste lourd par rapport à une moto de Grand Prix, il ne faut pas se le cacher, mais par rapport à une moto d'endurance qui part avec un plein, une super stock qui part aux 24 heures du Mans, elle est pas loin de 200 kg. C'est plus le jour et la nuit. C'est plus le jour et la nuit, ça reste plus lourd. L'année prochaine, on va avoir une évolution. C'était l'accord avec Ducati. On était avec Ducati jusqu'à fin 2026. D'accord. Et l'évolution qu'on leur a donnée, on leur a dit, toujours pareil, le cahier des charges, c'est vous nous faites une moto la plus légère possible. Donc l'année prochaine, s'il vous plaît, messieurs, essayez de gagner un peu de... Et il y a des vrais spécialistes maintenant, hein, des pilotes moto, eux, justement, qui se sont un peu distingués. Alors, oui, il y a des pilotes qui se distinguent. Là, en ce moment, il y a Spinelli là, qui
fait très fort. Spinelli, Avec l'équipe Tech 3. C'était croire. Ah, l'équipe- le mec qui a gagné à Assen, Le mec a en gagné. mondial Superbike. Il y a combien Il y d'années a 3... Non, Non, il y a quelques jours, Ah, là. c'est C'est lui. lui Ah qui a non, battu pardon. Topré Grasgatoglou. Ah, oui, c'est vrai. Et- Les deux Parce qu'en fait, il menait, il a pris le cheval bleu quand il pleuvait. Et Dario Marchetti, bah, c'est fini, il y a 6 tours, il ne peut plus gagner. Et là, je fais, mais si, il y a encore une possibilité. Si dans le demi-tour Ah oui, qui c'est reste, vrai. il y a un drapeau rouge et Locatelli se répand, truc, drapeau rouge et le gars gagne. Ah oui, c'est vrai. j'ai Alors qu'il confondu. n'avait jamais fait une seule course de sa vie au mondial Superbike. Ça, c'était bien pour vous aussi, Ça, quelque bien part. sûr, bien sûr. Pour vous, pour la moto électrique, que le gars Bien gagne, sûr. il batte Toprak, Grasgatoglou et Alvaro C'est très Bautista. bien pour nous, de même que quand on voit Mais gagner. Ferrari quand- aussi, non Egerter, quand Egerter gagne le championnat de qui Super passe Sport. champion Super Sport, il gagne aussi avec nous. Après, ça lui permet les deux. Enfin, deux il gagne titres. une fois avec vous et une fois, vous lui prenez le titre. Ah, si, moi, je Une prends fois, la il défense des dispute. Suisses. Jusqu'à la fin, mais non, mais sincèrement, la pénalité pour moi était méritée. Bref, enfin, il performait très fort là, plusieurs années d'affilée avec nous. Il gagne un titre, il gagne la même année en Super Sport et il décroche un bon guidon et il montre que c'est un bon pilote en Superbike, même s'il n'a pas gagné de course en Superbike. On était content d'avoir Fermin Aldeguer il y a 2 ans, qui a Tout à fait une fait. très belle saison l'année dernière. Qui sera en MotoGP l'année prochaine. Qui sera en MotoGP Ah, là, l'année je prochaine. pense que c'est vraiment l'exemple. C'est celui pour lequel la moto électrique aurait été un tremplin. Il y en a vraiment Alors. un. C'est le seul où c'est à ce point-là. Oui, alors il faut. Egerter, je suis pas d'accord. Il a gagné en Grand Prix avec Oui, oui, non, mais je dis pas. Si il tu était veux, déjà en Super Sport. Je ne dis pas que sans nous, il n'aurait pas pu avoir son guidon. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on est content d'avoir eu des pilotes comme ça parce que Ah oui. ça montre, si tu veux, ça montre que le niveau des pilotes qu'on a, eh ben, il est relativement bon. Il y a pas mal de pilotes d'endurance aussi. Il y avait à un moment pas mal de pilotes d'endurance. Alors malheureusement, ils n'y sont plus. Il y a une raison très simple. Manfredi, non Il est toujours en endurance, non Oui, mais il ne fait pas toutes les courses. Ah, mais ok. si tu veux, on a perdu les bons pilotes d'endurance qu'on avait le jour où on n'est plus arrivé à faire un championnat complètement décalé. Et ça, c'est très facile à expliquer. C'est qu'en fait, à partir du moment où on est passé de 6 à 8 événements en Europe, Eh oui, eh ben, eh oui, on a eu des clashs. On n'a pas pu éviter les clashs avec l'endurance. Et les pilotes comme Mike Di Meglio, bien sûr. Et il comme sera- Xavier sera- Siméon, comme Nicolo Canepera. une chose comme l'a fait le trophée Andros et être après la saison et justement avoir tous les pilotes Non. qu'on veut pour le fun, c'est autre chose, mais il serait pas été non, mais nous, intéressant. on peut cher pas, pour si tu veux, l'organisation. on peut pas faire ça parce que enfin, on a une chance inouïe, c'est d'être en même temps que la MotoGP. Ah oui. Ah oui. Ouais. 300 000 spectateurs au Mans, ça n'a pas de prix. quoi. Record. Bah oui, évidemment, ouais. Demandez donc aux pauvres malheureux du mondial sidecar qui avant avait la chance d'être en Grand Prix puis que la Eh Dorna oui. petit à petit a poussé d'abord Ouais, ouais. le samedi puis ensuite a poussé en Ouais. mondial Superbike puis maintenant ils sont en championnat d'Allemagne. Eux ils étaient contents d'avoir Oui. ça. C'est avoir 300 000 spectateurs, c'est. Inespéré pour C'est- une, c'est- une non, mais série qui évidemment, démarre. bien sûr. Inespéré. Alors tu viens de parler de pénalité. Alors on va te poser une question. On va Ah quitter un instant la moto électrique. Ces pénalités, la Jerez. Alors explique-nous Avec les pourquoi pneus. avec le gonflage des pneus Michelin en MotoGP, pourquoi il faut vraiment qu'il y ait des pénalités parce que c'est vraiment pour la sécurité des pilotes. Est-ce que C'est tu peux nous expliquer, Nicolas? Pour la sécurité des pilotes. Quand on est revenu en MotoGP, moi j'étais encore chez Michelin, donc en 2016, très rapidement, en fait, on s'est aperçu que certains mécaniciens de team ou chefs mécaniciens ne respectaient pas nos consignes. Et dans le dos des techniciens, venaient baisser la pression des pneus. Quand tu dis dos des techniciens ingénieurs Michelin, en fait. Bien Voilà. sûr, qui sont affairés à certaines équipes. Voilà. Et il y a des pressions en dessous desquelles il est dangereux de rouler. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous roulez à des pressions en dessous de la pression minimum? Eh bien, la carcasse, c'est-à-dire la structure du pneu, le squelette du pneu, vous pouvez le casser. Quand vous roulez sur l'autoroute, les jours où il fait très chaud, où les voitures sont surchargées en été, souvent vous voyez des bandes de roulement ou des morceaux de pneus éclatés. Ça, c'est ce qui se passe. Les gens surchargent leur voiture, ils ne viennent pas plus gonfler, ben le pneu il éclate. Et là, vous avez un accident. Et là, il peut y avoir des accidents mortels. Mais un bibalox, Si bien ça que- éclate pas. Si bien que c'est capital qu'il y ait ce règlement qui a été mis en place. Et moi, je suis allé tout de suite voir en 2016, quand je me suis rendu compte de ça, je suis tout de suite allé voir les gens de la Dorna et de l'IRTA pour leur dire il faut mettre en place un règlement et il faut pouvoir le contrôler. Alors, c'est là où est la difficulté. Et c'est pour ça que ça a pris quelques années. C'est qu'en fait, pour pouvoir le contrôler de manière fiable, il faut que les gens de l'organisation aient accès aux données. Et ils ne peuvent avoir accès aux données que s'il y a un matériel unique, comme il y a le CE unique, la ECU unique. Eh bien aujourd'hui, depuis l'année dernière, il y a des capteurs de pression uniques. D'accord. Parce qu'il y avait le D'accord. RFID aussi qui avait été lancé par Michelin. Voilà. Et tout C'est pour ça que si ça vous met voulez, il y a un autant de fil temps rouge. depuis, parce qu'on se souvient,
l'année des accidents. Il y a Loris Baz, il y a Scott Redding en Argentine. Baz, c'était en Malaisie, je pense. Ah, c'était en Malaisie sur la ligne droite, c'était terrible. Et alors, Terrible. quel est Moi, l'avantage pardon, mais j'ai une petite anecdote. Là, Ah. j'ai le père de Loris qui m'a écrit après, quelques semaines après, en me disant s'il vous plaît, garantissez-moi que ça n'arrivera plus. Eh oui. Si tu veux, quand tu es manufacturier, quand tu sais qu'en plus, la cause réelle, c'est que quelqu'un dans ton dos n'a pas appliqué les consignes, Ouais, mais sauf et, que le résultat, qui met la vie de son pilote, d'un pilote, de Mm. quelqu'un en danger, c'est. sauf qu'on le Non. sait pas, ça. On sait juste que c'est le manufacturier qui voilà, Ouais, est en on ne sait défaut. pas, mais Mais les gens quelque qui sont derrière chose, le j'ai eu savent. la chance, et merci à Michelin, avec Jacques Morel au début, de m'avoir invité et de voyager avec vous et de lier. Alors, c'était pas Bernard Tasset, il y a eu Daniel Croispin, il y a eu Pierre Alves, mes préférés, Patrick Isaco. Bon, le préféré, c'était Daniel Croispin parce qu'il était fou et en plus, on sentait faire la fête. Mais ce qui m'a, même Daniel, ce qui m'a marqué, c'est la tension qu'il avait le jour de la course. Ah oui. Parce que pour lui, s'il arrive Alors. un accident mortel, Donald, il le prend pour lui, l'ingénieur Eh oui. Michelin. hein. Je- En voiture, c'est peut-être moins le cas. Oh, c'est aussi. En moto, Beaucoup moins, mais ça allait plus en moto. Moi qui ai participé aux deux, je peux vous dire que c'est la moto où c'est le plus criant. Et il y a des images qui me restent en tête, des moments qui me restent en tête. C'est l'accident d'Ajiro Kato à Suzuka. Même si le pneu n'y était pour rien, mais quand c'est arrivé, évidemment, on ne sait pas que le pilote est mort, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Et l'angoisse jusqu'au moment où on voit la moto qui revient avec les pneus gonflés, quelque part, il y a un petit soulagement, quoi. Parce qu'on se dit, c'est pas notre faute, quoi. C'est pas c'est nous. pas de notre faute, quoi. Et ça, c'est terrible. Et alors, en parlant de pression, j'ai eu une anecdote là, parce qu'il y a beaucoup de métiers, en fait, dans la course, où il y a beaucoup de pression et le public ne s'en rend pas compte, mais il y a eu un moment de très, très haute tension, là, c'est le cas de le dire, avec le départ de la Moto E en première course, ce week-end au Mans. En fait, vous imaginez sur une moto électrique, vous avez peut-être conduit des scooters électriques. Mhm. Oula, surtout pas. Si, moi j'ai testé, ouais. Ouais, on l'a testé Bon. une fois, on a été obligé. C'est pas un scooter, mais. Vous ne savez pas si le scooter est allumé ou pas. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et sur la grille, les pilotes, c'est pareil. Ah. Sur la grille, quand vous êtes un pilote de Moto 2, Moto 3, de moto à combustion interne, là, moteur à combustion interne, vous sentez la moto vibrer. Vous savez qu'elle est allumée, vous l'entendez. Là, vous ne savez pas. Et déjà, c'était il y a 2 ans, on a failli avoir un problème. C'était à C'est un pilote qui Barcelone. part pas, qui se fait percuter par ceux qui arrivent derrière. Ah ouais, ça, ouais. c'est Je l'ai redoutable. vu venir. Barcelone, c'était notre pilote brésilien, là, Granado. Eric Granado, oui. Alors heureusement, il s'en rend compte juste avant que le feu passe au vert, il lève le bras, bon, rien ne se passe. Wow. Et on l'enlève de la piste. Là, en fait, donc on a développé depuis ce moment-là, on a des transpondeurs spécifiques en fait, qui nous envoient l'indication de la moto pour savoir si la moto a été allumée ou pas. Donc on le sait au moment où on donne le départ. Et là, le truc ne marchait pas en direction de course. Oh, Le directeur de course, à ce moment-là, il est à côté des feux rouges là, pour allumer, des feux rouges et verts là, pour allumer le truc, donc il n'est pas avec nous. Et là, il nous dit, est-ce que tout est vert? Est-ce que toutes les motos sont allumées? On lui dit non, mais il y en a 6 de pas allumées. ça paraît beaucoup. 6 qui sont. Donc on se dit, non, c'est notre truc qui marche pas bien, quoi. C'est pas possible que 6 pilotes aient oublié d'allumer leur moto, quoi. Attends, mais ils ont oublié, ça serait le cas. Attends. Donc on se dit, c'est pas possible. Attends. Donc on lui dit, donne le départ. Et là, tout le monde part, sauf un. Wow. Il y en a un qui part pas, et coup de chance, il est en fond de grille. C'est un très bon pilote Superbike. C'est Chas Davis, qui est là pour la première le année Gallois. avec nous. Donc sa oui, il a 3e oublié, course ah en oui. moto E. Et il a oublié de l'allumer. C'est dingue. Et en fait, là, évidemment, là, quand le directeur de course arrive, donc il revient 3 minutes après, et là, il me regarde et me dit, si tu ne solutionnes pas ça, ne compte plus sur moi pour être directeur de course de la moto. Et oui, parce que c'est sa responsabilité, le Parce directeur que de s'il y a un course. mort, c'est moi le responsable, et tu vas me bousiller. Et je ne veux pas avoir ce poids Ouais, sur les bien épaules sûr. tout le reste de ma vie. Mais Donald, j'ai Bon. une anecdote quand il parle de pression. On va basculer une seconde sur la MotoGP. Ouais. Et moi, j'aurais une Il y a la question. Coupe du Monde 98 et il y a un Néo-Zélandais qui gagne avec Dunlop, c'est ça, à Donington. Simon Crawford. C'est Simon Crawford Ah bah, qui qui est depuis fait des consultant, interviews. Et
Ils sont partis tranquillement. Michelin, ils dominent tout. Les pneus sont sensationnels. Il y a deux concurrents. Il y a Dunlop et Bridgestone. C'est pas rien. Hein. C'est trois grandes marques. Et ils vont aller à 100 victoires tranquillement. Et puis, il y a une course avec un Japonais qui s'appelle Makoto Tamada, Ah oui. qui avec une moto jaune à Rio de Janeiro. Ce qui va déclencher d'ailleurs un énorme problème avec la presse, puisque Philippe Bonneray, à chaque fois pour faire le pitre, l'interviewe. Donc, il lui pose des questions. Et il va gagner le Grand Prix. Alors déjà, la petite anecdote, c'est que les journalistes disent « Mais pourquoi on ne peut pas faire une interview du pilote ?» Ils disent bah, « Parce qu'il ne parle pas anglais. » Ils disent « C'est pas vrai. Tous les week-ends, il y a Bonneray qui l'interviewe. Ils lui disent « Mais il lui répond en japonais. » Il dit « Vous faites comment ?» Bah, nous, c'est Eurosport France, on est là pour s'amuser. Donc, Non. on a l'interview du japonais, on rit, on le traduit. Ben oui. Et donc, là où ça va moins faire rire Nicolas Goubert, c'est que ce Tamada, il gagne le Grand Prix avec Jacaré-Pagua. Et comme par hasard, on est juste à côté de lui dans la cabine business pour rentrer à Rio de Janeiro à Paris. Et je peux vous dire que je savais que les ingénieurs Michelin avaient la pression, mais là, moi, je m'en souviens peut-être plus que toi, parce que je t'ai observé. Nicolas, pendant 13 heures, n'a pas fermé l'œil de la nuit parce que c'était. J'ai dit, attends, ça va, tu viens d'en gagner presque 90 d'affilée. Ah oui, mais tu te rends compte, la honte, on vient d'être battus, nous, Michelin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Non, mais comme tu disais, en fait, c'était une époque où il y avait une forte concurrence avec des grandes marques. Mais c'était. Il y avait l'adrénaline à toutes les courses. Et avant de se présenter quelques courses que ce soit, même si on avait un avantage, et même si on était conscient de nos forces, on savait très bien que tout était remis en cause en fait à chaque course parce que la performance du pneu, elle dépend beaucoup non seulement du tracé mais du revêtement, des conditions, etc. Donc, c'était aussi ce qui faisait l'intérêt du travail de l'époque, quoi. Bien sûr. Mais Moi, j'ai juste une question sur la pression. C'est fake, il y a de l'endurance quand même. Oui, mais c'est pas grave. On dira à Fabien qu'on a le temps et qu'une heure, on peut tenir une heure avec l'invité. Quel est l'intérêt d'être sous la pression recommandée par les ingénieurs? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Effectivement, malheureusement, il y a un intérêt. Il peut y avoir un intérêt, c'est que si on est un petit peu en dessous, il ne faut pas être 100 grammes en dessous ou autre, ce qui se passe, c'est que l'aire de contact du pneu, donc la partie qui est en contact avec le sol, elle grossit. C'est plus une carte de crédit, alors c'est un chèque qui est. Voilà, c'est un peu plus gros qu'une carte de crédit. Et donc, on abîme moins la gomme. D'accord, il y a moins de contraintes en fait, et donc il y a un petit avantage en grippe qu'on peut conserver. Parce qu'après le pilote va les faire monter en pression. Température, oui, en pression. Alors il peut y avoir des effets négatifs aussi. Si on baisse trop, il peut y avoir trop de mouvement, etc. Donc c'est une plage relativement fine. Il n'y a pas toujours un gain, mais il peut y avoir un gain. Mais en fait, c'est vraiment idiot de jouer avec ça parce que pour moi, on joue avec la vie des pilotes et ça, on n'a pas le droit de le faire. Et là, attends, ça veut dire que quand les équipes se font prendre la main dans le sac, c'est qu'ils ont voulu jouer avec, c'est pas une erreur? Oui, alors parfois, ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur. Je citais une erreur parce que moi, je l'ai mis en place d'emblée en moto-i, parce qu'ils avaient tous le même matériel, donc les premiers règlements que j'ai mis en place, c'était ça. Et une fois, il y en a un qui se fait prendre, mais il y était absolument pour rien. En fait, là, le fameux chargeur là, de NL, non seulement il permet de charger la moto, mais en plus, tu viens brancher les couvertures chauffantes dessus. Et là, le truc s'était débranché, il s'était éteint. Et donc ça n'avait pas chargé suffisamment, ça n'avait pas gonflé suffisamment. Donc, ça n'avait pas chauffé assez les pneus, donc il est parti à des pressions plus basses que la pression réglementaire. Il a fait la moitié de la course sans atteindre la pression réglementaire. Et le gars s'est fait disqualifier, mais il était absolument pour rien. Il m'a dit, non, mais je dis rien parce que quelque part, j'aurais dû regarder, mais il n'avait pas tenté de tricher, quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut être une erreur. Donc, ça n'était pas un Italien. C'est pas vrai. Et puis autre chose. Non, j'arrête. Là où en MotoGP, ça peut arriver sur des courses plus longues, mais quelque part, si tu as un pilote qui est devant, si tu fais le pari, parce qu'on sait que, maintenant ça se sait, mais le premier pilote en fait qui l'a trouvé, ça c'était Marc Marquez, parce que c'était le premier à être sensible à ça, à l'élévation de sa température. Quand ils suivent quelqu'un, le pneu est moins refroidi et donc la pression monte plus. Donc quelque part, si le pilote et son technicien, le pilote qui est en première ligne, il fait le pari de se dire qui va partir devant ou qui va suivre quelqu'un et puis attaquer qu'à la fin, il ne va pas partir avec la même pression.
D'accord. Et si ça se passe pas comme il veut, Et là, ok. C'est pour ça qu'on a vu Martin, qu'on a vu Zarco, qu'on a vu plusieurs pilotes se faire Exactement. reprendre. Et pour terminer cette émission, on ne peut pas partir sans parler de l'endurance, parce que les 6 heures de Spa, dont tu vas nous parler de ce Spa-Francorchamps qui était sous le signe de Porsche. C'est parti pour l'endurance. Alors, qui a triomphé? Je l'ai un peu leaké. Ouais, mais en tout c'est cas, vrai. des tribunes pleines pour Porsche sur ces 6 heures. Alors, Qu'est-ce ce qui qui est s'est passé? intéressant à noter, c'est que les tribunes sont pleines partout, que ce soit de la moto, de la voiture, de l'endurance. Incroyable. 88 000 personnes sur les 3 jours à Spa-Francorchamps. On sait que c'est souvent une vraie fête populaire, mais là, Ouais. ça l'a été encore une Bah, fois. Moi, j'ai regardé, il se passait rien. Non, parce que Il y toi, avait- tu me parles du drapeau rouge. Bah, le drame, ça a duré des heures. Eh ben oui, je voulais regarder Valentino Rossi, il a jamais roulé. Ah bah non, il a jamais roulé, puis sa voiture, elle est rectifiée. Ah bon hein. J'ai rien vu, moi. Là, j'étais en convention, ça, j'ai rien vu. Alors, je te dis, donc, qui a gagné? Porsche, Ouais. le doublé Porsche. Une équipe privée gagne en endurance. C'était pas arrivé depuis 2020. Celle Avec, qu'on voit là ouais, c'est celle-là. Cette voiture de chez Une Jota. privée. Ah, c'est une Jota? Ah oui, c'est la Jota. En fait, c'est pas l'équipe officielle Porsche. C'est une équipe qui exploite la voiture de D'accord. chez Porsche et qui va peut-être d'ailleurs changer de constructeur l'année prochaine parce que ils se sentent pas tout à fait mis sur un pied d'égalité. Un peu ce qui se passe comme en moto, hein. Grésini, Ouais, Ducati. Est-ce que c'est les mêmes précieux? Est-ce que c'est les mêmes motos? Bon bah voilà, bah là c'est la même voiture, mais on n'a peut-être pas tous les secrets comme l'équipe officielle. Donc victoire de cette voiture avec 2 pilotes. C'était pas arrivé depuis 2012 que 2 pilotes seulement Mais gagnent. pourquoi 2 pilotes? Alors, C'est pourquoi encore la faute de l'électrique. Ah oui, c'est vrai. C'est encore la faute Il de le sait, l'électrique. il sait C'est tout. vrai C'est la faute Pourquoi? de Mais l'électrique. quel rapport? Et Le ben même parce que- problème qu'a eu Dominique Agartha quand il n'a pas pu faire une course de mondial Superbike parce qu'il y avait la moto Quel électrique. troll. Mais Et oui, pourquoi? c'était pas arrivé depuis 2017. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une course de formule électrique pendant le même week-end que Spa. Et donc, bah, finalement, certains pilotes qui sont officiels des constructeurs ont Ok. été obligés d'aller en formule électrique et de délaisser l'endurance. D'autres ont fait le choix inverse. Mais ce qui fait que Norman Nato, habituellement, était dans cette voiture en 3e pilote et n'a pas pu participer. Ok. C'est dommage parce que c'est lui qui était le dernier vainqueur avec une équipe privée Ah, c'est dommage. avec Rébellion. Et du coup, tu parlais de drapeau rouge. Il y a eu un drapeau rouge. Il s'est passé quoi, en fait? Ah ben alors là, ça a été un crash énorme Ah bon avec Comment? Earl Bamber qui a été trop optimiste. En fait, il a voulu dépasser la voiture de Valentino Rossi. Non, c'est pas celle-là. C'est la voiture sœur, pardon. Mais c'est la même équipe. C'est une BMW. Elle était au milieu de la piste. Elle se faisait dépasser. Et lui, Bamber, voulait déborder son adversaire en hypercar. Là, c'est une voiture GT. Et donc, bah, il a braqué. Sauf que la voiture était encore là. Il s'est fait envoyer dans le rail à fond, À dans quel la ligne endroit? droite du Kemmel, là, juste après le rouge, pour Ouais. revenir dans la portion du haut du circuit. Ouais. Il s'est fait balancer dans le rail, mais sauf que le pilote de la GT n'y est pour rien. Et il s'est envolé. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de commissaire touché, etc. Mais le rail, même les cheminots, quand ils veulent faire grève, ils Ah oui. n'arrivent pas à mettre les rails dans un état c'est pareil. incroyable. Là, les Combien ra- de temps Parce que du coup, on a regardé. Parce que nous, on avait commenté ce film-là. 1h44. C'était. J'avais jamais vu ça en MotoGP, Nicolas. Et en fait, c'est non, déjà- non, mais ça, c'était insupportable. Non, mais c'est déjà Avec arrivé. vos endurances, mais oui, c'est déjà arrivé. Aux 24 heures de Spa. Moi, j'ai commenté la course en 2014 des 24 heures de Spa. Ils ont mis 2 heures à réparer les rails. Donc, ça demande un gros travail. Et là, il y avait le rail de droite et le rail de gauche qui étaient enfoncés, et à plusieurs endroits. Chaud. Donc, grosse interruption. Et là, on se dit, parce que quand il y a drapeau rouge, dans les courses d'endurance, on continue de faire continuer le chrono. Ouais. Le chrono s'égrène. Eh ben non, ils ont Si. changé le règlement Eh parce ben qu'en oui. fait, ça devait se finir à 19h, c'est ça Exact, exact. Et Ils je dis, connaissent tout. mais qu'est-ce que vous faites? Ils commentaient toujours. Ils ont décalé, ils ont remis du temps. En fait, Ça, c'est du jamais vu en moto, ça. Ouais. c'est fou. Non, mais c'est prévu dans le règlement. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a cette possibilité, mais c'était jamais arrivé. Jamais. En fait, il y a une histoire aussi de. C'est pas du couvre-feu, mais pour des histoires de sonorité. Pour les voisins, En ouais. Belgique, ils doivent pas rouler après 19h. Et donc, la course devait se terminer à 19h. L'électrique, on aura ça. L'électrique, on va régler tout Pour ça. sa paroisse. Voilà, hein. bravo Nicolas, très bien, très bien. Et donc à 18h50, en fait, il y a une décision qui est prise, sinon il restait que 10 minutes. Et c'est vrai que ça aurait été une course qui aurait été Ça aurait été tronquée. ridicule. Non, mais- Mais non, mais il y aurait beaucoup. Et tu sais quoi, j'étais en train de rigoler avec un collègue à moi en disant, mais comment ils vont faire pour le temps de roulage? Parce qu'il y a des pilotes qui ont plus le droit de rouler. Ils s'ils vont sont faire moins comme ils avaient fait en expérimentés. endurance aux 24 heures où Simeon avait hurlé. Tu te souviens de ce qui s'était passé en moto? Mais là, ça a hurlé. Là, si, ils ont. ça, là. Non, mais là, ils ont rajouté une heure. Ils ont rajouté 1h30. 1h30, c'est ça. Ils ont rajouté 1h30, ce qui fait que la voiture qu'on a vue, là, la voiture dorée, elle s'était arrêtée juste avant le drapeau rouge. Coup de chance.
Et ben ils sont repartis. Et puis tous les autres se sont arrêtés. Eux, ils ont pris la poudre d'escampette et donc ils ont gagné largement. Ils ont fait une Spinelli. Et une Spinelli devant Ferrari qui avait un tour d'avance avant le drapeau rouge. Ils ont porté réclamation, c'était pas recevable. Ferrari. Attends, mais j'ai pas compris pourquoi ils sont arrêtés. Eux, ils sont pas. Eux, en arrêtés, fait, ils pourquoi se sont arrêtés parce que c'était, ils devaient s'arrêter à, je sais pas, 1h30 de l'arrivée. Ils ont fait Bon, un ok. refuel, Ils s'arrêtent, changement de voilà. pilote. Et puis, Ils ils ressortent. ressortent des stands, voilà. Et là, il y a drapeau rouge. Bon, on s'interrompt. Tous les autres devaient s'arrêter au tour suivant. Ils s'arrêtent pas. Drapeau rouge, il n'y a pas le droit de remettre de l'essence, rien. Et donc, Faut on avoir de la relance. chance pour gagner, C'est ça. Donald. Et Ferrari a porté réclamation. Mais en même temps, c'est la course, quoi. Je veux dire, à un moment. Incroyable. Et En endurance, Alpine, il faut toujours un perdant. Alpine est passé à 2 doigts du podium parce qu'il devait, si tu veux, être sur la même stratégie que Porsche. Mais, attends, quoi non, c'est... À 2 doigts. Ah oui, à 2 doigts. Il est Et dans la vanne, là. ils étaient sur la même stratégie que Porsche. Le seul problème, c'est que juste avant le drapeau rouge, ils se sont fait dépasser par le leader. Ils étaient à un tour. Et donc, Ah là ils se là. retrouvent 9e. Et doublé Porsche en LMGT3. Exactement, avec une voiture qui a été détruite le vendredi, en Ouais. qualif par le pilote gentleman, pilote amateur. Et ben, ils ont réparé l'une des deux Porsche chez Manthey et ils font le doublé 1 et 2 donc pour Porsche, Ah ouais, 1 et un 2 vrai également. week-end Porsche, quoi. Ah ben c'est incroyable et surtout qu'aux États-Unis, ils ont aussi gagné avec Mathieu Jaminet entre autres. C'était à Laguna Seca, donc c'est carton plein pour Porsche. Et les Iron Dames. Aïe, eh ben le drapeau rouge les a un peu mises à mal parce que C'est dur, quand même. mais comme en ELMS, elles se battaient pour la victoire, elles ont mené une grande partie de la course avec leur Lamborghini cette fois-ci. Et puis, à 10 minutes de la fin de cette course qui a donc duré plus que prévu, eh bien, elles se sont arrêtées, elles ont perdu le podium, elles terminent 4e. Il y a le rythme, avec Sarah Bovy notamment, avec Mitchell Gatting, et puis là, en l'occurrence, Raël Frey, qui a remplacé Dorian Pain. Mais bon, c'est comme ça. Ça sourit pas pour l'instant, mais je pense que les dames vont être très solides au Mans. Je m'y engage, mesdames et messieurs. Les 24 heures du Mans, c'est la prochaine étape. C'était la grande répétition, en fait, avant Ah, les 24 heures. il a fait une belle répétition, Valentino Rossi. Ah oui, ah bah là, il n'a pas roulé du tout. C'est ouf. Parce que juste avant, la voiture sœur de chez Jota, la voiture dorée, il y a 2 voitures engagées, et ben elle sort la voiture numéro 46 Tu vois de Rossi. le prix que ça, le blé que ça coûte une course, tu Alors, vas là-dedans, tu roules pas. Par contre, ouais, mais c'est ça l'endurance aussi. Ouais, mais bon. Hein. C'est comme un Dur. moto, hein. C'est pareil. Dur. Tu partages voilà, la course. Bon. Et là où il a été très sympa, Valentino, il sait aussi communiquer, on le sait. Il s'est un peu agacé comme un Italien, comme j'aurais fait aussi, voilà, quand il y a eu le problème. Et il est allé voir tous ses mécaniciens en les remerciant et en disant voilà, Ouais. la prochaine fois, on y Parfait. retourne. Le prochain rendez-vous pour le WEC, c'est quand? Donc, Le Mans, ça va être une grosse semaine Ah là là. de compétition. Michelin qui équipe les hypercars. Donc, on va suivre ça attentivement. Et il y a aussi le Road to Le Mans. C'est une discipline avec des LMP3 et des GT3 équipés par Michelin. Et là aussi, c'est l'occasion de rouler sur le grand circuit des 24 heures Très bien. avec de belles autos. Donc, ça sera la semaine du 15 et 16 juin. Parfait. Et le Moto-I, prochain rendez-vous? Barcelone. Barcelone. Barcelone dans 10 jours, donc avec le MotoGP. Donc, du coup, tu seras là-bas, Voilà, évidemment. évidemment. Pour un beau spectacle qu'on retrouve Et- du coup sur Canal+. On retrouve sur Canal+, et demain, on participe aux essais au Mugello. Il y aura Fabio, enfin les Honda et les Yamaha, et on sera avec la Moto E pour préparer l'évolution de 2025. Parfait. Et ben voilà, tout un beau programme à suivre, en tout cas, pour les 15 prochains jours, parce que nous ne revoyons pas la semaine Mais prochaine. avant de se quitter, il y a Ah. la dernière anecdote. On ne peut pas T'aimes bien les anecdotes partir, ce soir, ah oui, hein. sans que tu nous expliques cette incroyable anecdote. À l'époque, Max Biaggi a un coéquipier et les 2 pilotes en 500 n'ont pas le même manufacturier pneumatique. Et Bridgestone va faire une présentation, comme ça se fait toujours en début de saison. Et Max Biaggi t'appelle et il ne veut pas y aller. Explique-nous pas y pourquoi et ce qui s'est passé, ce qu'il va imposer ensuite. Il ne veut pas y aller. Parce que ça, donc, c'est cultissime pour Quelle terminer. année et quand 2000. voilà. 2003, je 3, pense. 2003. Donc il partage le team avec donc, un team de Cito Pons. Camel comme sponsor Avec Barros principal. Non, avec Tamada. Le fameux Tamada, Le fameux l'homme qui Tamada. Ah, t'empêchait mais de c'est dormir. Tamada, bien sûr. Et là, Max vient me voir, on Et m'appelle, parce que il Max me dit... Biaggi était est en en Michelin. est en Michelin. Et Tamada est Tamada en est en Bridgestone. Bridgestone. Ben ça, c'est incroyable déjà. Et Max Soirée m'appelle, Bridgestone, hein, Donald, on est d'accord. Hein, voilà. et il me dit, bon, c'est Bridgestone qui organise l'événement du lancement du team. Cito m'a demandé d'y aller, mais comme c'est Bridgestone, donc j'ai refusé. Bon, je lui dis merci Max, mais Cito va pas être content, quoi. C'est peut-être pas une bonne idée. Et 2 jours après, Cito m'appelle, il me dit Nicolas, il faudrait que tu parles à Max parce qu'il faut qu'il soit là. Bon, alors j'appelle Max, et Max me dit bon, allez d'accord, je le fais, mais 2 conditions. Qui est mon technicien Michelin
Et puis Pascal Sasso, non? Pascal Sasso. Et puis qui viennent et qui me donnent une chemise Michelin. Et là, donc Pascal y va. Alors, reçu par Max, logé dans un plus grand hôtel, je crois que c'était à Rome, enfin, reçu comme un seigneur Ah oui, par il est Max, romain, qui était Max. adorable avec nous. C'est même un empereur romain. Oui, c'est vrai. Et là, Pascal me raconte, Max fait exprès d'arriver 5 minutes ou 5-10 minutes en retard dans la présentation. La présentation Bridgestone. Bridgestone, habillé en Michelin. Elle est pas belle, celle-là, ou Ça, c'est pas? magnifique. Elle est magnifique, évidemment. Et- C'est sûr que ça lui Et touche. Max Biaggi, une autre anecdote, parce que moi j'entends souvent, il y a des gens qui le critiquent, son caractère, etc. Mais avec Michelin, il a toujours été absolument irréprochable. Irréprochable. Une année, on a un problème pneu à Motegi, il doit rentrer. Il rentre au milieu de la course, alors qu'il était très performant, il était sur la YAM, MotoGP. Il fait baisser le rideau, et là, il m'appelle. Il me dit, Nicolas, qu'est-ce que tu veux que je dise aux journalistes? Des mensonges. Non, mais en tout cas, Non, Comme mais- d'habitude. en tout cas, c'est classe. C'est classe. Ben Il oui. n'allait pas critiquer Remarquable. Michelin. Ouais. Remarquable. La classe. De toute façon, La j'ai classe. toujours moi kiffé. Biaggi, de toute façon, c'était ma première bécane, c'était une réplique à Biaggi. Ah ouais, donc toi, t'es pro Rossi et pro Biaggi, sympa. Ouais, c'est ça. T'étais un peu bighomme, toi aussi, hein, C'est ça. finalement. Ouais, mais moi, c'était Aprilia. Ah oui, c'est vrai. Aprilia, c'est pour ça. Full Aprilia. Toujours. Merci en tout cas, Nicolas. C'était passionnant. Merci à vous de l'invitation. Toutes ces histoires et cette passion qui te. Voilà. Ces années, c'est incroyable. On pourrait faire 8 heures d'émission Passe-moi ton- avec. Ah bah notre dis ami- donc, attends. Donnez-moi ce sac, monsieur. C'est ça. Bon, en tout cas, ce que j'allais vous dire, c'est qu'on se retrouve, nous, non pas le 20 mai, mais le 27 mai, pour débriefer tout ce qui va se passer dans le monde du sport mécanique. Passé, hein. Avec Jean-Louis, avec. Et du coup, Fabien aussi sera avec nous. Par contre, toi, tu seras pas là, mon cher ami. Ce sera la deuxième fois que je vais la manquer. Ouais, On a non, dépassé les 50. On était à la 52e C'est vrai. émission aujourd'hui. Ouais, C'est beau. pas mal. T'es 52 avec comme les 52 000 spectateurs qui étaient à Varsovie. Ah, pas Exactement. mal. J'allais dire 52 comme Troy Bellis, mais bon. Comme Tosland, mais bon. Ça marche aussi. Ouais. Merci, Nicolas. C'était un plaisir. Merci à vous. Et Plaisir partagé. à très bientôt sur la Moto I et à très bientôt, en tout cas pour nous concernant sur Racing Stream. Salut et au 27. Ciao.